Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clé d'Histoire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un char. Vous l'avez vu sur la miniature, ce char, c'est le T-34. Le T-34 était le fleuron de l'armée russe à l'époque de sa production, c'est-à-dire en 1940-41. Et si vous vous demandez pourquoi, vous allez avoir tout le détail dans la vidéo. On va bien sûr faire les gros plans, parler de la généralité de la chose, vu qu'on parle que du T-34 et de ses quelques variantes de chars, pas de chasseurs de chars ou autres, on pourra faire quelques points, quelques focus sur les spécificités. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de quelqu'un, de Mikhail Kouchkine. Mikhail Kouchkine, c'est l'ingénieur qui a conçu le premier modèle de T-34, le premier prototype de T-34 si je puis dire. Cet homme, Mikhail Kouchkine, est né en 1898 et il est mort en 1940. Il était ingénieur dans les ateliers Kirov. Les ateliers Kirov, c'est en gros les usines de production blindés russes, en très simple. Lorsque le prototype du T-34 fut terminé, Staline demanda à voir le char, mais refusa catégoriquement de financer le transport. Là vous allez me dire, mais attends, on a un gars qui veut montrer le char, on a un gars qui veut voir le char, mais qui refuse de payer le transport. Réfléchissons d'une manière logique. Solution 1. On est des ateliers, on est financé par l'État, on peut donc se permettre de prendre un train et de le financer nous-mêmes. Solution 2. Il existe des camions et des remorques porte-chars. Pourquoi ne pas les utiliser? Solution 3. Russian Blias. Spoiler alerte, la troisième solution fut choisie. Mikhail et son associé prirent chacun un T-34 et partirent en direction de Moscou. Après environ 2900 km aller-retour. Ça fait une trotte. Le problème de ce mode de Russian Blias, c'est que les T-34 n'étaient pas prévus, c'est quand même assez ironique quand on le sait, pour traverser dans des températures négatives. Alors le char, lui, n'avait aucun problème. Il démarrait à froid, même à moins 30, ça roulait jeunesse. Les chenilles, elles étaient conçues pour la neige, il n'y a rien qui gelait, le moteur tenait tout au chaud, c'était nickel. Sauf que les gars qui sont dedans, eux, ils n'ont pas spécialement chaud. Je vous ai dit que Mikhail est mort en 1940, il est mort d'une pneumonie, qu'il aurait attrapé dans l'hiver, en faisant l'aller-retour de l'usine jusqu'à Moscou et de Moscou jusqu'à l'usine. Bien sûr, les T-34 furent équipés ensuite d'un radiateur pour tenir l'équipage au chaud. À chaque expérience ratée sa solution. Je vous ai également dit, dans la vidéo du Moz, que les chars russes avaient un intitulé spécifique. Le KV c'était Klaymen Vaushirov, le JS c'était Joseph Staline. Mais le T-34 ne porte pas le nom de Mikhail, et c'est un choix direct de son concepteur. Mikhail a donc voulu nommer le char sobrement selon l'article habituel de nomenclature. Donc T parce que c'est un tank, jusque là ça va, et 34 parce que c'est en 1934 qu'aurait été demandé le renforcement de l'armée. D'autres disent que c'est parce que les numéros des prototypes étant pris jusqu'à 33, il a pris la suite logique, le 34. Il n'y a pas à chercher très loin. Il est intéressant de notifier que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a environ 23 000 chars T-34 qui furent produits. Environ 84 000 après, à partir de 1940 jusqu'en 1958. Ils ont été utilisés très longtemps pour dire leur fiabilité et leur efficacité. On est d'accord, la Russie, ou plutôt l'URSS à l'époque, était un pays communiste, qu'il est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Eh bien, vous saurez que ce char communiste se sert d'une technologie capitaliste. Voilà. Ils ont littéralement acheté un brevet de suspension aux Américains. Après, j'ai envie de dire, pour une fois qu'ils le volent pas. En effet, la majorité des chars de l'époque, des chars moyens et lourds du moins, utiliser des suspensions à bougie, c'est celle-ci. C'est tout simplement des mêmes suspensions que sur les wagons et les trains, des galets de roulement qui sont imbriqués ensemble, qui se déforment au rythme du terrain. Là où
Le modèle acheté aux Américains, la suspension Christie, est une suspension individuelle à chaque galet de roulement pour permettre une meilleure stabilité au char. Alors évidemment, c'est plus coûteux, mais la qualité était là. Le coût de ce genre d'innovation était compensé par une standardisation extrême, parce que il faut savoir que le moteur du T34 n'a pas beaucoup changé. Là où il était présent dans les premiers, il était présent dans les derniers, avec bien sûr quelques petits rajouts, quelques petites modifications, tu sais, toujours le petit touk pour améliorer, mais il était aussi présent dans les chars lourds, les KV, qui avaient à peu près le même moteur, donc très facile à dépanner. Pour ceux que ça intéresse, le T34 est équipé d'un V12 de 500 chevaux qui lui permettait d'atteindre une bonne vitesse de 55 km/h. Lorsque le T34-85 fut lancé en production en 1944, toutes les chaînes de production se sont facilement adaptées. Les usines étant en standardisation n'avaient que peu de modifications pour changer la tourelle, la culasse et le canon. Puisqu'évidemment, quand on met un canon et une culasse plus gros, il faut revoir la tourelle. Pour pouvoir bouger dedans, c'est plus pratique. Si tu peux pas mettre les obus dans la culasse, t'as pas l'air co. C'est ainsi que le T34 devient le meilleur char de l'époque. Puisque, on se rappelle, je vous l'ai spécifié dans la vidéo du Mose, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, allez le voir, ça fait 2-3 fois que j'en parle, c'est très intéressant. Les T34 affrontaient des Panzer IV. Les Panzer IV étaient, pour la plupart, inefficaces, ou presque, contre les T34. Le weak spot, le point faible des T34, c'est littéralement l'anneau de tourelle. T'as un petit espace entre la tourelle et la caisse. Quand tu rentres là, t'as pas de blindage. C'est juste l'axe de rotation de la tourelle. Donc tu rentres, alors déjà, même si tu ne détruis pas le char, tu bloques sa tourelle, mais généralement, il n'y a personne dedans, quoi. Une fois, quand l'obus rentre, ça pète, il n'y a plus rien. C'est fini. Enfin bref. De plus, le T34-85 avait un but de propagande. Normal, le but c'est de montrer à son peuple qu'on est puissant et aux autres qu'on l'est aussi. Et ce but de propagande était fait pour montrer la puissance militaire, la puissance de production et la puissance économique de l'URSS. Staline avait bon sur les 3 points. Un char qu'on peut facilement produire, rapidement, qui est efficace et à faible coût. Durant les batailles, la visibilité du char était mauvaise, pour le conducteur qui roulait souvent trappe ouverte, et très souvent, les commandants de char étaient hors de tourelle, c'est-à-dire ils sortaient la moitié du buste de la tourelle, avec une plaque qui était, on va pas se mentir, assez ingénieuse, vu qu'elle se mettait devant le commandant du char. Lorsque ces deux plaques sont ouvertes, ça fait une tête de Mickey. Les Allemands ont donc surnommé ce char Mickey. Alors c'est pas sans rappeler que les suspensions sont américaines, mais bon, ça la fout un peu mal quand même quand, en voyant un véhicule communiste, tu te dis « Eh, ça ressemble à un symbole de capitalisme ». Il y a aussi un élément très important sur le T34, c'est les purges staliniennes. Si vous n'en avez pas entendu parler, je fais un petit passage rapide. Toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Lorsque Staline arrive au pouvoir en URSS, il purge. Alors tu vois, la purge des USA, c'est inspiré de ça. Parce que concrètement, il a pris le système militaire, il l'a regardé dans son ensemble, il a fait « No, denied ». Et il a donc tout détruit. Il a dégagé la moitié des officiers véreux, il a fait mettre en place les personnes lui étant favorables pour rester au pouvoir. On se rappelle quand même que l'URSS, c'est pas un exemple de démocratie très grandiloquent. Et donc il a mis ses petits favoris là où il voulait, pour s'assurer un maintien d'ordre total. Ce qui en soi est pas bête, sauf sur une période tendue. Ce qui fait que peu de personnel pour former les nouveaux soldats et les nouveaux tankistes. Coup de poker tout de même, les T34 étaient très facilement maniables. Donc avec peu de temps et pour des personnes peu formées, ils arrivaient à peu près à en faire quelque chose. Bon, on parlera des Allemands une prochaine fois parce que eux, c'est pas du tout la même chose. Sans compter qu'ils avaient plusieurs conditions pour tester les chars. Ils ont la Sibérie, ils ont des montagnes, ils ont des plaines. D'ailleurs, je suis en train de me dire ça, mais les chars russes, ils avaient aucune dépression. Parce que oui, un canon, ça a de la dépression quand ça vise vers le bas, et de l'élévation quand ça vise vers le haut. Et les Russes n'avaient quasiment aucune dépression. C'est vrai qu'ils ont surtout des plaines chez eux, donc ils n'ont pas trop besoin de viser en bas. Pourquoi viser en haut? Tirer les bombardiers.
On va s'intéresser maintenant aux détails un peu plus techniques des combats, puisque le T-34 reste aussi malgré tout un char pour affronter les ennemis, et lorsque j'ai dit dans la première vidéo sur le MOOS que c'était le char le plus technologique de son époque, je vais vous répondre en partie pourquoi. Le T-34 était le premier char à recevoir du blindage incliné. Alors, comment vous définir ce que c'est? On va faire ça simplement. Tu prends une plaque de blindage, ou ici un livre. Tu prends un obus, ou ici un feutre. Si l'obus tape le plaque de blindage à 90 degrés, là j'appuie, l'obus bouge pas, il reste dans la tôle. Ce qui veut dire que si la plaque de blindage n'est pas assez épaisse, l'obus traverse. Si par contre, on prend cette même plaque de blindage et qu'on l'incline, l'obus arrive et il ricoche. Concrètement, je ne bouge pas la main. Regarde, je tiens tout juste le feutre. Hop. Parce que l'angle augmente, ce qui permet déjà de 1 d'aider l'obus à dévier de sa trajectoire. De même manière, si l'obus ne ricoche pas, et qu'il rentre malgré tout dans la tôle, l'épaisseur nécessaire pour passer la tôle est bien plus importante que s'il était à 90 degrés. Le bouchon, ça va jusque là, jusqu'à mon doigt. À peu près un morceau de code-barre qui reste. Si je l'angle, il faut au moins l'épaisseur du code-barre pour passer le blindage. C'est une technique toute conne, juste pour augmenter le blindage sans en rajouter. Et ça, les Russes, ils l'avaient compris. C'était des génies là-dedans. Je vous ai dit toujours le petit truc. Le petit truc. Quand ils boivent pas de la vodka, ils ont des bêtes d'idées, ces gars-là. Ce qui était, du coup, les chars les plus blindés de leur époque, sans avoir vraiment beaucoup de blindage. Faire un char, c'est trouver l'équilibre entre blindage, protection, fiabilité, viabilité et puissance de feu. Or, plus un char est lourd, moins il est fiable. Et je dirais même, plus il est lourd, moins il est blindé. Les Russes ont donc trouvé la solution pour mettre moins de blindage, mais le rendre plus blindé. Moins pour faire plus. L'incliner, c'était simplement avoir la meilleure idée qu'ils aient pu avoir, et ils l'ont fait. Plus de chances de ricocher, comme je l'ai expliqué. Maintenant que vous avez compris ce petit exemple, que je vous remets ici le temps de la fin d'explication, faire un char, c'est trouver l'équilibre entre blindage, donc protection, fiabilité, viabilité et puissance de feu. Plus un char est lourd, moins il est fiable, plus un char est léger, moins il est blindé. Sachant que mettre un char qui a beaucoup de blindage, c'est donc l'alourdir, mettre un moteur qui est capable de le pousser, sans compter qu'il faut aussi compter le canon, la culasse et les munitions dedans. Ça pèse pas rien. Donc certains chars lourds même, ont eu un bon blindage, mais un canon pas terrible. Je pense notamment au Matilda, char anglais. Certains chars ont eu un très bon canon, et malgré le fait qu'il soit lourd, avait un blindage pas terrible. Le Tigre. Mais ouais, après, le Tigre, ça dépend comment les gars le maniaient. Mais il n'y a pas eu de formation vraiment très poussée pour eux. On verra ça plus tard. Les Matilda, on parlera de vous dans Afrika Korps, dans mon bout de temps, je pense. Et là-dessus, l'URSS était les premiers en lice. Les Allemands se sont inspirés des T-34 pour faire les Panthers. Dans le mot, j'ai dit que c'était l'évolution des Panzer IV. C'est pas tout à fait faux, c'était leur remplaçant. Mais ils avaient dans l'idée de recommencer un char de zéro, chose qu'ils ont fait. C'est pour ça que les Panthers ont au final une plaque inclinée à l'avant. Il est toujours gros, massif et totalement simple à viser, mais au moins ils ont essayé de réfléchir un tout petit peu. Les seuls canons réellement efficaces contre les T-34, c'était les 88 mm. Des canons fixes d'artillerie, qui faisaient aussi office de canons anti-bombardiers. On parlera de ça avec une personne qui s'appelle Manfred Rommel, qui faisait partie de la branche allemande de l'Afrika Korps. Il n'y avait qu'une branche allemande de l'Afrika Korps, vu que c'est une division allemande. Bref. Sur des canons à châssis, qui sont aussi en lien avec ce bonhomme, et sur les chars lourds, le Tigre, qui est arrivé après. Dans les trois cas, les T-34 étaient avantagés. Dans l'un, le canon fixe, facile à viser. Dans l'autre, le camion est peu blindé, facile à détruire. Et dans le dernier, le char lourd était énorme, donc compliqué de le manquer. Après, bien sûr, les canons de 75 des Panzer IV n'étaient pas inefficaces. Comme je vous l'ai dit,
Les T34 et les conducteurs roulaient souvent la trappe conducteur ouverte pour voir un peu mieux ce qui se passait, même si attention, c'était pas tout le temps le cas, il l'a fermé de temps en temps. Ils sont russes, mais ils sont russes, donc ils sont cons, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et il y a toujours ce problème de l'anneau de tourelle, qui est bien apparent. Sans compter que beaucoup de chars avaient la culasse qui sortait de la tourelle. Ça, c'est un truc aussi que j'adore. Dans le jeu de War Thunder, où il y a des représentations, donc des chars réalistes, les T-34, c'est le weak spot. Si vous avez un T-34 en face de vous, que vous savez pas où tirer, tirez dans la culasse, juste sous le canon. Et IRL, c'était pareil, hein. La culasse sortait du canon. Si on tirait là-dedans, en vrac. Après, bon, fallait le viser, tout le bordel. On n'était pas dans un jeu. L'anneau de tourelle, c'était un peu plus viable. Lorsque les Allemands ont lancé l'opération Barbarossa, ils ne se sont pas inquiétés une minute des T-34 en face. Il n'y en avait que très peu au début. Les Russes n'étaient pas préparés à l'invasion allemande. Pour Staline, c'était juste impensable que Hitler brise le pacte. Et pourtant, il l'a fait. C'est d'ailleurs pour ça que le maniement a eu lieu à une vitesse remarquable. On en parlera aussi dans une vidéo dédiée plus tard. Puisque c'est juste incroyable comment il a rattrapé tout le concept. Plus les Allemands ont avancé, plus la production des T-34 avançait, et également plus les améliorations avançaient. Donc il a fallu un moment se dire, les gars, on a un problème. En 1944, quand les T-34-85 sont sortis, ils sont dépêchés de faire les Panthères et les Tigres. Malgré la percée allemande, les résultats des T-34 étaient si bons, parce qu'il fallait 4 ou 5 chars allemands pour détruire 1 ou 2 chars russes, qu'ils se sont pas arrêtés là. Ils ont continué dans le projet, ils ont persévéré, et ils ont eu raison, parce qu'ils ont fait des chars qui étaient incroyables. On arrive donc à un petit moment clé de l'ingénierie russe, c'est les dérivés des T-34. Puisque les T-34 ont eu plusieurs utilisations, des T-34 de remorquage, donc un service de remorquage d'un châssis sans tourelle qui servait uniquement à tracter les autres chars pour les emmener réparer quand c'était possible. Il y a eu des chasseurs de chars, où le châssis a été remonté encore plus haut sans tourelle avec un canon fixe, des canons de 122 comme des canons de 85. Et j'en passe, il y a eu des chars de T-34 qui ont été rallongés en termes de châssis pour mettre plusieurs tourelles dessus. Les KV même ont utilisé une base de T-34 pendant très longtemps, et même jusqu'à l'arrivée des JS au final. Les T-34 ont prêté leur châssis à maintes et maintes choses. Il y a même des DCA qui ont été faites avec, je pense notamment à la Fong Kong chinoise. C'est littéralement une tourelle anti-aérienne qui a été posée sur un châssis de T-34. Ce char était tellement polyvalent qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et pour vous rappeler son efficacité, pour vous rappeler des dates, je vous rappelle que le char a été encore utilisé bien après la Seconde Guerre mondiale. Notamment 2 exemples, le T-34-85 numéro 215 de Yang Haru, c'est une unité de char de l'armée volontaire chinoise à la guerre de Corée en 1952. Vous allez me dire, oui, mais 52, 39-45, c'est pas très éloigné, il y a même pas 10 ans. Ok, bah la contre-offensive des forces armées révolutionnaires de Cuba. Les troupes sur cette image-ci sont soutenues par un T-34-85 de 1961. Voilà. Alors oui, c'est des révolutionnaires, ils ont pas beaucoup de budget en théorie. On a quand même un char qui est pleinement efficace. Pour clore la vidéo, je vous propose une petite anecdote sur les T-34. C'est la rivière de Velikaya. En 1944, pour ralentir l'offensive allemande de Barbarossa, un char T-34 a été utilisé pour détruire un pont qui enjambait la dite rivière. Une fois sa mission réussie, le char a été abandonné sur place et s'est donc fait emporter par le courant et laissé pour mort. En 2004, il fut repêché, sorti de son lit de rivière, pour être nettoyé et exposé dans un musée, parce que le char a donc été juste submergé, attaqué par l'eau et tout ce qui pouvait se trouver à l'intérieur, mais autrement, il était en parfait état. Il a passé à peu près 40, 60, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1004, 70 ans sous l'eau. Ils l'ont nettoyé, ils ont rajusté 2-3 petits trucs parce que les joints, l'étanchéité, fallait revoir ça. Mais il a redémarré. Moteur d'origine, 2-3 petits trucs, il a redémarré. Voilà. Voilà. Je
peux pas vous dire de plus en termes de viabilité, de fiabilité. Il a redémarré après 70 ans sous la flotte. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère avoir pu vous apprendre quelques petites choses. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre de la manière la plus précise. Si vous avez remarqué quelques petites erreurs, faites-les moi remarquer. Si vous avez des propositions de sujets, je vous en prie. Si ce format de focus, bon, je vais appeler le format focus, si ce format de focus vous plaît, à parler d'un modèle précisément, de son époque, de son développement, bien que ce fût rapide, vraiment très versatile et très vulgarisé, pour le dire, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Le mois prochain, je vais essayer de faire un autre format sur les chars allemands où je vais les prendre dans leur globalité de développement. Et puis, bah, à la prochaine.